Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier plateau, puisque c'est aussi le plateau de clôture de ces RRI 2021. J'espère que vous allez bien et que vous allez rester avec nous pour cette prochaine heure et demie. Je vais y arriver, tout va bien. Oser entreprendre, c'est le thème qu'on vous propose pour ce dernier plateau avec un parterre d'invités experts dans leur domaine, prestigieux aussi, puisqu'ils viennent de différentes structures pour parler d'entrepreneuriat. C'est quoi un entrepreneur? Est-ce que c'est juste un ingénieur qui a créé une solution tech dans son garage de Stanford ou un diplômé d'une école d'ingénieur qui a du réseau? On verra que pas forcément, pas que d'ailleurs. C'est quoi les freins? Souvent limités par nos croyances, par des croyances limitantes. Voilà, autant de choses auxquelles on va essayer de répondre tout au long de ce plateau d'une heure et demie. On a préparé 3 temps forts pour cette heure et demie. Le premier qui sera reconnaître l'entrepreneur qui se maille en soi. Le second, comment l'accompagner, comment accompagner l'entrepreneur pour devenir le leader d'une start-up innovante et pérenne avec des parcs d'innovation, et comment lever les freins à l'entrepreneuriat. Vous l'aurez compris, le programme est chargé, le temps est compté, et vous pouvez prendre aussi part à ce plateau puisqu'il y a le live chat sur le Livestorm. Vous pouvez intervenir, poser vos questions et réagir, et puis on vous lancera tout à l'heure aussi un petit bicast. Je vais vous présenter les invités qui sont sur le plateau et les remercier d'être là. Il y a Jean-Denis Blanc, vous êtes responsable incubation chez Amia Cluster. Bonjour et bienvenue. Bonsoir. Déjà bonsoir. Ouais, déjà bonsoir. Presque. T'as raison. Déjà bonsoir. T'as raison. Nicolas Briand, merci d'être là. Vous êtes directeur Aura Technologie. Bonsoir. Basé à Lille. Tout à fait. Merci d'être là. Aurélie Chausse-Pied de chez Itera, c'est ça, Startup Manager. C'est ça. Bonsoir Itera à toutes qui et à est tous. basé à Compiègne, Creil et Beauvais. Et on verra aussi avec vous cette partie de coach en développement personnel, puisqu'il y a aussi ce versant-là de votre métier au sein d'Itera, mais pas que, je crois. Absolument. Et Michel Frisk, c'est d'ailleurs par toi qu'on va commencer. D'ailleurs, on avait décidé de se tutoyer. Voilà, comme ça, vous le savez. Parce qu'à coup, je vais tutoyer où vous voyez. Normalement, c'est le tutoiement qui est de rigueur sur ce plateau, en tout cas. Michel Frisk, comment tu vas? Très bien, merci José, bonsoir. Alors, on va avoir un échange de quelques minutes. Tu es guide de haute montagne pour une structure qui s'appelle Winpix. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais. Tu interviens dans les entreprises, c'est ça? Oh, ça fait à peu près 30 ans que le métier de guide de haute montagne m'a amené au monde de l'entreprise. Donc, ça fait en fait 30 ans que je me définis comme étant un guide de haute montagne en entreprise. Je fais ce qu'on appelle du coaching. Voilà, mais tu utilises en fait ton expérience de guide en haute montagne pour en entreprise faire un peu des analogies, c'est ça, des rapprochements avec ce que tu as vécu en montagne? Disons que en fait, la haute montagne m'a, je crois, enseigné quelques trucs là, qui peuvent être intéressants pour des entrepreneurs et des leaders de boîtes. Voilà. Et donc, je suis qu'un passeur en fait, de ce que la haute montagne m'a appris. Ouais. Et tu as un bouquin d'ailleurs. On va donner le titre, La montagne. Montagne d'inspiration, un roman écrit il y a 2 ans. Où tu racontes aussi. Non, c'est un roman. Donc, tu as créé une histoire, c'est ça? Oui, c'est une histoire inspirée de mon histoire, de mon vécu. Allez, on va parler de se comprendre. C'est ça, un petit peu, se comprendre et comment on aborde finalement cette question de devenir entrepreneur. Dans les échanges que tu peux avoir en entreprise, quelles sont un petit peu les choses récurrentes qui reviennent comme ça avant d'aborder un projet? Quand j'ai une idée en tête, j'ai envie de faire quelque chose, qu'est-ce qui me limite? Par quoi je me limite d'ailleurs? Alors, par quoi je me limite? Mais d'abord, tu viens de le dire, le premier truc, c'est l'envie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je ressens, enfin, pour moi, dans ma petite histoire de guide et d'entrepreneur, avant d'être coach, j'ai été entrepreneur aussi pendant une quinzaine d'années. En fait, ce que je remarque, c'est que le moteur le plus puissant, que ce soit en montagne ou dans les boîtes, c'est le désir. Et donc, j'invite les personnes à s'écouter, à écouter le désir qui sommeille en eux. Et parce que ça va être le moteur le plus puissant qui va leur servir. Alors, c'est un moteur puissant, mais d'ailleurs, on se le disait un petit peu en préambule de cette émission avant de lancer le direct, puisqu'on avait un échange entre nous. D'ailleurs, vous êtes invité à intervenir à tout moment. Le désir, l'envie d'entreprendre, c'est pas tout en fait. Ça peut pas être le seul moteur en fait. Non, mais à mon avis, c'est le principal. D'ailleurs, le métier de coach, c'est quoi? C'est on facilite le passage de l'état présent à l'état désiré. Ok. D'accord. Ok. Donc, mais le désir, c'est vraiment voilà, écouter son rêve, sa petite voix intérieure qui te dit, tiens,
grimper au sommet de l'Annapurna, ça va être possible, tu peux y croire. Ça permet de commencer à oser saisir la prise. Donc, de commencer à entreprendre. Donc, de tendre le bras juste pour prendre la première prise. De tendre le bras, tiens, il faut un élan intérieur. Il faut être connecté à cet élan intérieur. Bon, je rajouterais que la question du désir est importante, mais d'un désir sage. D'un désir sage. Pas égotique. C'est de connaître ses propres limites aussi, c'est ça? C'est comment on aborde le truc et de connaître ses propres limites. De toute façon, la deuxième histoire, c'est que ce désir va nous conduire dans l'aventure. Et dans l'aventure, on se rencontre et on rencontre ses limites. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Wow. Alors, on aura des images. J'invite la régie d'ailleurs à nous mettre les images pendant notre échange et tu auras la télécommande pour passer les différentes étapes. Alors là, on le voit. Première image en haute montagne. Là, ça donne vraiment envie de grimper. C'est comme l'entreprise en fait. Hein. Ça donne envie d'y aller, mais il faut s'y préparer avant de s'attaquer à un sommet comme celui-là. Et pour faire l'analogie, à un sommet comme celui d'être entrepreneur. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer, puis il faut se lancer, quoi. Voilà. Faut être dans l'action. En fait, faut passer du désir, de l'envie à le plus vite possible dans l'action pour voir ce qu'on vaut sur le terrain. Alors, dans les séances de coaching que tu proposes, comment ça se passe? Comment tu organises ça et comment tu amènes la montagne dans tes échanges et comment tu fais le rapprochement avec l'entreprise? Comme ce soir, je raconte des histoires de haute montagne, je dis ce qui m'est arrivé, etc. Je fais l'analogie entre le métier de guide de haute montagne, comment un guide prend soin de lui, de son équipe et de son équipe, comment il est à l'écoute de son environnement pour voir s'il y a une voie possible à gravir, parce qu'il n'est pas toujours beau. Le guide c'est le chef d'entreprise pour toi? Le guide en haute montagne, c'est le chef d'entreprise qui dit OK, on va là-bas, c'est lui qui choisit, qui détermine la route, qui prépare le chemin, qui amène ses équipes. Alors, en premier lieu, il faut qu'il y ait un désir de faire de la montagne chez le guide. S'il n'y a pas d'envie de faire de la montagne chez le guide, ça va être compliqué. Hein. Mais la deuxième chose très importante, c'est qu'il faut que le guide soit à l'écoute du désir des autres, de ceux qui l'accompagnent. Parce que la première des choses qu'un leader, à mon avis, va devoir faire, c'est de souffler sur les braises du désir de ses compagnons. Voilà. Ça va être le moteur. Souffler sur les braises des désirs de ses compagnons. C'est-à-dire, pour les gens qui vont le suivre, lui, il faut que lui soit animé par une envie raisonnable et que l'envie des gens qui vont le suivre ne soit pas au-delà de la sienne. C'est ça que tu me dis? Non, il va souffler sur les braises du désir de ses compagnons et même pour raviver. Pour raviver, pour les mettre en mouvement, parce que c'est le désir qui fait le mouvement, rien d'autre. Le reste fait frein. Mais, enfin, pour moi. Et je pense que c'est ça la responsabilité d'un guide ou d'un chef d'entreprise, c'est d'être leader. Et donc d'être capable aussi, à un moment donné, de se dire, tiens, mais peut-être que ceux que j'accompagne, ils vont passer devant. Ils vont devenir eux-mêmes premiers de cordée. Et c'est là, en fait, qu'il y a une très jolie chose qui se passe, c'est que quand le guide, l'entrepreneur, le leader, permet cette ascension personnelle chez ceux qui l'accompagnent, l'ascension personnelle de chacun, c'est le Graal. Ouais, parce qu'il faut permettre aussi aux gens qui travaillent, qui nous accompagnent, qui travaillent avec nous, leur permettre aussi un épanouissement personnel, parce que tout est centré. Du coup, là, on est très centré sur l'entrepreneur, mais il faut aussi que chacun, tous les gens qu'on va emmener dans cette balade, il faut qu'elle soit aussi, faut qu'il y ait un besoin personnel aussi, une envie personnelle. C'est ça, le guide ou l'entrepreneur, il faut qu'il fasse sa propre ascension personnelle, son ascension intérieure, bien sûr. Et puis permettre l'ascension intérieure de ceux qui l'accompagnent, c'est ça, dont il a la charge. Parce que si les personnes font leur ascension personnelle, ils vont vers leur quête de sens, vers leur mission de vie. Et là, on a des choses puissantes, fortes. Et ça passe par quoi, cette recherche de ce besoin personnel, de cette envie, ça passe par quoi, d'après toi? Parce qu'en voulant faire l'analogie, c'est si on prend l'entrepreneur, c'est le projet, le besoin du marché auquel je dois essayer de répondre. Comment je me prépare à ça? Bon, moi, je pense qu'en montagne, quand on se retrouve dans un bivouac coincé à 3 ou 4 000 mètres d'altitude la nuit et qu'on regarde les étoiles et qu'on est avec un compagnon de cordée et qu'on partage un moment fort, puissant, en fait,
c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et la question fondamentale qui revient quand on est perdu là-haut, là, dans les cimes, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Le sens. Voilà, pas que ce qu'on est venu faire dans la montagne, mais qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Et en fait, c'est cette question-là qui permet... En fait, quand les personnes sont connectées à cette question-là, bah, ils trouvent leur moteur intérieur, ils trouvent leur moteur. Et s'ils ont la chance de faire un projet, de porter un projet et de faire un métier qui est porteur de sens et qui est en lien avec leur mission de vie, bah, là, on a je crois, ça vous parle, ça, ce qu'on est en train de dire là, vous, dans vos respectives structures où vous accompagnez aussi vos porteurs de projets au quotidien, le sens, presque le sens de la vie en général, comprendre pourquoi on est là et vers quoi, avec une certaine humilité, et vers quoi on veut aller, Jean-Denis? Oui, je pense que la question du sens, c'est une question qui est de plus en plus prégnante. C'est déjà une question qui est générationnelle, qu'on constate beaucoup avec les jeunes entrepreneurs, la quête de sens. Ouais. Et ce qu'on ne retrouvait peut-être pas dans les générations précédentes, c'est ça que tu veux dire? En tout cas, j'y étais pas, ouais. Mais ce que je constate, c'est que dans la génération actuelle, la quête de sens est une motivation qui est ultra prégnante dans le désir d'entreprendre. Et le désir d'entreprendre, c'est le désir effectivement de résoudre une problématique. Souvent une problématique qu'on a constatée, qu'on a vécue, puis une problématique d'un groupe de personnes, puis une problématique de marché, et de proposer la meilleure chose, la fameuse proposition de valeur, pour répondre à cette problématique. Et à la fois, cette problématique et cette proposition de valeur, elles doivent avoir un sens pour l'entrepreneur, pour qu'il trouve la détermination, le courage, la résilience de s'investir suffisamment pour réussir à créer son entreprise, réussir à adresser son marché. C'est grâce à ce flambeau du sens qu'on va réussir à dépasser les obstacles qu'on aura, Aurélie, c'est ça? Oui, et puis tout part de soi. Donc effectivement, je rejoins ce que tu dis, Michel. Le désir, la mission de vie, c'est forcément quand on porte un projet, ça parle forcément de soi. C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière? Et c'est ça qui est aussi important de creuser avec le porteur de projet. Et c'est ce qu'on leur dit, OK, vous avez tel projet, mais pourquoi? C'est quoi votre raison d'être au final? Donc, effectivement, tout part de soi et on en parlera tout à l'heure avec l'équipe coaching, mais l'important, c'est aussi d'apprendre à bien se connaître pour apprendre à mieux connaître l'autre aussi. Et donc, dans ton approche, apprendre à mieux se connaître, c'est les emmener en haute montagne et les confronter. Ça peut être. Non. Ça serait bien, ça. Oui, j'ai la chance de pouvoir cumuler. Ça aurait été super. Oui, non, mais j'ai la chance de le faire. Ça aurait été génial, non? Non, mais c'est vrai que j'ai la chance de le faire, en fait, de démarrer plein de coaching d'équipe, de comités de direction, de COMEX, de petites boîtes, de grandes boîtes, en pleine nature. Ça, c'est chouette parce que je cumule le métier de guide, l'expérience, etc. Et puis après, on arrive sur un schéma plus classique, mais toujours avec cette inspiration et cette guidance portée par la haute montagne, sur la question du sens notamment. Et puis sur une autre question qui me tient à cœur, pour ne pas dire y être attaché, c'est la question du non-attachement. Ah. C'est-à-dire... non-attachement du projet, c'est ça? Non. En fait, pour faire entreprise, il faut oser la prise, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Lâcher prise sur plusieurs niveaux. Lâcher prise sur la partie mentale, c'est-à-dire les croyances auto-limitantes que l'on s'inflige la plupart du temps. C'est quoi ces croyances auto-limitantes par exemple, moi je suis belge d'origine, ouais. Donc premier belge à devenir guide de haute montagne. Donc tu vois, c'était pas gagné. Donc c'est pas là les amis. J'avais tous les potes qui me disaient non mais guide, c'est pas possible. C'est pas possible. Et si j'avais écouté, moi aussi j'aurais pu me dire tu vois non belge et tout, je fais des courses de mobilette, je fume pas mal de clopes et tout. Non mais c'est vrai. Et puis voilà. Donc, s'écouter, se faire confiance et dire que les choses sont possibles. S'autoriser à penser autrement, à switcher. Bon, j'ai plein d'expériences comme ça là, qui me viennent. Alors, cette question du lâcher-prise est intéressante parce que quand on grimpe aussi, pour faire l'analogie une nouvelle fois, on pense avoir choisi la bonne prise, mais à un moment donné, pour aller pouvoir s'accrocher sur une autre prise, il faut pouvoir lâcher la précédente. Exactement. Donc c'est ça en fait à mon avis l'entreprise où c'est passer d'une prise à autre chose, au lâcher prise. Voilà, j'essaie de faire tourner quelques diapos. Voilà, quelques photos du bureau. Voilà, donc lâcher prise, ouais. Mais lâcher prise, c'est évidemment pas seulement au niveau mental ou au niveau croyance, etc., au niveau cognitif.
c'est évidemment la question du lâcher-prise émotionnel. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est quoi qu'est-ce qui pourrait faire pour vous critère de choix entre un bon guide et un mauvais guide? C'est sa capacité à bien se connaître, même quand les situations se dégradent, c'est-à-dire sa capacité à porter une attention profonde et particulière aux émotions qui le traversent et qui pourraient déclencher chez lui une prise de décision que je qualifierais de reptilienne, ce qui n'est jamais bonne en fait. Voilà. Et donc, un guide qui ne serait pas en état de pleine conscience, ou un leader ou un chef d'entreprise qui serait pas qui travaillerait pas la question de la pleine conscience à tout moment, en fait, il fait obstacle à son cheminement, je pense, à sa capacité à réussir un projet. En tout cas, il se prépare pas bien aux possibles obstacles qui vont s'offrir à lui, en fait. Voilà. Et ça peut être un peu déstabilisant pour les gens qui le suivent, parce qu'on sent que c'est quelqu'un émotionnellement qui... Il va entraîner dans sa chute. Bah, si le guide démarre mal, il va entraîner dans sa chute toute sa cordée. Donc, c'est vraiment, j'invite c'est ça, chaque futur leader, chaque futur chef d'entreprise à prendre du temps, consacrer du temps à soi, à son état émotionnel, pour pas que l'état émotionnel vienne polluer ses prises de décision. Et donc, la question tu connais ça, Aurélie, dans ce que tu fais aussi. Ouais, le caler, parce que c'est vrai que quand on est pris dans un espèce de mouvement de création d'entreprise, je ne sais pas si à un moment donné, on se dit, OK, je vais pas mettre en stand-by mon projet, mais en parallèle de mon projet, je vais faire un travail de développement. Tu vois ce que je veux dire? C'est de se dire, oh, j'ai plus le temps maintenant, ça y est, je suis embarqué dans mon truc, j'ai plus le temps de faire ça, on verra. Il faut prendre ce temps. Bah, surtout, il faut prendre ce temps. Surtout, surtout consacrer du temps parce que ça va être bénéfique pour vous, pour le projet, pour le conjoint ou la conjointe ou les enfants, etc. Surtout, tout l'écosystème. Tout l'écosystème. C'est aussi arrêter d'être, excuse-moi, vas-y. mais arrêter aussi d'être exigeant avec soi. C'est aussi de la maltraitance, c'est-à-dire s'oublier, c'est aussi se maltraiter soi. Et à un moment donné, effectivement, ça se ressentira dans le projet ou dans l'aventure entrepreneuriale parce que ça suscitera forcément, au bout d'un moment, un burn-out qui arrivera assez vite. Donc, effectivement, ce que tu dis est très juste. Jean-Denis. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est la voie professionnelle qui est la plus personnelle. Et donc, le développement personnel, il y a toute sa place. Tu parlais effectivement du burn-out, c'est clairement quelque chose qu'on voit beaucoup, surtout quand on a des entrepreneurs qui ont la tête dans le guidon pendant 9-10 mois, en période de levée de fonds, par exemple, et qui, in fine, une fois qu'ils ont l'argent, ils n'arrivent plus à rien faire de se mobiliser. Et donc... Attends, tu nous dis, il y a des gens qui préparent qui ont peut-être pas bien préparé leur projet personnel, c'est ça? Et qui, au moment où ils ont les fonds, c'est quoi, ils perdent les moyens? C'est ce qui se passe? Alors, la levée de fonds, c'est à la fois un marathon et un sprint, c'est vraiment épuisant. Il y a beaucoup de temps fort dans une levée de fonds. Et in fine, quand on réussit à avoir le closing, donc c'est-à-dire l'accord final, puis les fonds, il y a certains porteurs de projets, certaines équipes qui arrivent vraiment épuisés et qui ont du mal à se mobiliser. Mais au-delà de ça, le développement personnel, moi, je constate que c'est un vrai atout de s'y investir pour les entrepreneurs qui réussissent et qui après managent et ont des équipes. Et quand on est bien avec soi-même, quand on sait se gérer émotionnellement, quand on sait gérer son investissement et ses ressources, on est bien évidemment un meilleur manager et on va jouer beaucoup moins de problématiques personnelles à travers ces relations de management et à travers aussi les décisions qu'on va prendre dans la startup. Et à ce moment-là, on prendra peut-être pas des choix qui sont plus rationnels, mais en tout cas, on aura une meilleure capacité de discernement. Ouais. C'est bien d'avoir de la passion, d'engager une certaine passion dans nos projets, mais c'est le fameux détachement dont tu parlais tout à l'heure, c'est une forme de distance qu'il faut savoir prendre aussi par rapport à sa propre personne. Moi, ça me gêne souvent quand j'entends qu'on parle d'un projet d'entreprise, qu'on en parle comme d'un bébé. Je crois qu'on se l'était dit au téléphone, c'est mon bébé, etc. Perso, après dites-moi si je me trompe, mais j'ai toujours un problème avec ça parce que je trouve que ça nous conditionne trop au fait que c'est uniquement de la espèce de passion, un truc filial, alors qu'il il y a un détachement pour moi à faire entre la personne et la personne face à son entreprise. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bébé, ça grandit. Ouais. Donc ça devient un enfant, puis un adulte, etc. Donc c'est bien sûr, là aussi, il y a la question du non-attachement et de la bienveillance. En fait, et ça, d'ailleurs, ça touche une autre dimension, celle de l'amour. Parce qu'en fait, pour faire une entreprise avec des gens, il faut d'abord pouvoir les aimer aussi, je pense. Et l'amour ne se délègue pas.
Absolument, je crois. La quoi? L'amour ne se délègue pas. Non, voilà, oui, c'est nous qui. Oui. Mais par contre, il peut se distiller, il peut se contaminer, il peut se répandre parce que justement, celui qui mène ses équipes donne ce schéma d'amour. En tout cas, on est en train de parler un petit peu de l'entrepreneur presque idéal finalement. Mais c'est la base au final. L'amour, c'est vrai qu'on en parle, c'est assez tabou, mais c'est quand même la base de soi. Et si on fait un projet, on réalise quelque chose, on le fait aussi par amour pour soi, mais aussi pour les autres. Donc, c'est ce qu'on va aussi essayer de transmettre. Donc, effectivement, le maître mot aussi, c'est l'amour, mais c'est un peu tabou dans notre société. Mais c'est un mot qu'il ne faut pas oublier, en tous les cas. Jean-Denis. Et au risque de casser un peu l'ambiance sur ce magnifique discours sur l'amour, je suis complètement. J'attendais qu'il y en ait un qui le fasse. Voilà. Je suis complètement d'accord avec cet amour, mais je trouve qu'il faut vraiment tomber amoureux de la problématique qu'on tente de résoudre et pas tomber dans l'écueil de tomber amoureux de sa solution. Et il faut savoir justement où placer son amour. Parce que on voit bien que les entrepreneurs qu'on encadre, quand les gens sont amoureux de leurs problématiques, ils ont des facilités à pivoter, à s'adapter, à générer de l'écoute, de la remise en question, et donc à performer dans leur projet. Alors que quand on est amoureux de sa solution, en général, quand il faut justement changer, évoluer, on a l'impression de tout perdre. Et en fait, on est dans un phénomène de deuil. C'est le fameux bébé, quand on dit que c'est notre bébé, qu'on n'a pas ce fameux détachement, et on a l'impression de tout perdre, parce qu'à un moment donné, soit on doit faire entrer des associés, soit il y a quelque chose qui se passe dans le truc, et on a l'impression qu'on prend tout pour soi personnellement, en fait. Nicolas, je te voyais réagir un petit peu comme ça. Moi, à Euratech, il y a de l'amour. Je suis désolé, je vais complètement péter l'ambiance, mais... Il n'y a pas d'amour? Pas d'amour. Ah ouais? Enfin, pardon, mais non. Bernard Arnault, Gérald Muliez, je suis pas sûr que ce soit des gens, à la base, quand ils ont créé leur boîte, il y avait de l'amour absolument débordant. Et Elon Musk, Steve Jobs, c'était pas forcément des gens, c'est pas encore des gens très réputés pour l'amour ou même simplement pour l'empathie. Donc, ce que je veux dire, c'est que les profils d'entrepreneurs, il y en a heureusement de multiples. Des gens qui, sur le plan humain, sont absolument incroyables. Des gens qui sont des psychopathe, on va se le dire très franchement. Le fondateur de WeWork, c'est clinique, c'est un psychopathe. Voilà, il a été viré pour ça. On a des sujets, y compris sur Balance ta startup, où on a des gens qui sont objectivement des psychopathes qui gèrent aujourd'hui des boîtes. Et donc, il y a tout qui est possible quand on crée une entreprise. Il y a des gens qui sont remarquables, qui ont une empathie fantastique, qui sont des leaders. De l'autre côté, il y a des gens qui sont, peut-être comme vous, mais peut-être comme moi aussi, qui sont peut-être un peu moins empathiques. Et donc, je pense que le but de nos structures de type incubation, accélération, le but des coachs aussi, c'est effectivement d'aller chercher les gens au plus profond d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont. Et les gens, pardon, c'est pas tous des bisounours, hein, les chefs d'entreprise. Il n'y a pas tout le temps l'amour au cœur du projet. Le gars qui a créé Palantir et qui bosse avec les CIA et le Mossad, je suis pas convaincu que à la base c'était l'amour de son prochain qui le guidait, tu vois. Et donc voilà, on est obligé de travailler avec tous ces entrepreneurs-là et de faire éclore les projets. Là où je vous rejoins en revanche, tu disais tout part de soi. Oui, mais tout va pas vers soi. En revanche, nous, ce qu'on doit leur impliquer, et là je rejoins la haute montagne, c'est où est le sommet, où est la ligne d'horizon. Le rappel du sommet. Et leur dire qu'effectivement, la ligne d'horizon, ça ne s'atteint pas par définition une ligne d'horizon, mais en revanche, ça doit se regarder. Et là, pour le coup, c'est dans nos manières, nous, que l'on a d'incuber les gens, de les pousser. Nous, à Euratechnologie, quand ils viennent, on ne leur demande pas comment ils vont faire leur premier euro. On ne leur demande pas s'il y a de l'amour. On leur demande c'est quoi le problème mondial qu'ils s'apprêtent à résoudre. Et c'est comme ça qu'on crée des champions européens. Mais effectivement, on ne leur pose pas la question de leur rapport à leur maman ou de comment est-ce qu'ils vont gérer leurs salariés. Là, tu parles d'un rapport pragmatique, c'est-à-dire d'une réponse à un moment donné à un marché, mais le chemin que lui, personnellement, il fait pour être capable d'arriver devant toi à Euratech et te dire « Ok, j'ai ce projet et je suis… » C'est pas un chemin, c'est un labyrinthe. C'est un putain de labyrinthe. Ouais. Pardon de le dire, mais au cœur du parcours d'un start-upper, je parle que des startups, hein, je ne connais pas ce qui se passe dans les empires, les conglomérats que j'ai pu citer. Mais au cœur même de l'aventure de la startup, c'est un putain de labyrinthe. Le pivot,
Le pivot, on parle tout le temps de pivoter. Tu vas passer ton temps dans le labyrinthe comme ça, et puis un jour, ta solution, elle sortira. Mais Jeff Bezos, quand il fait à la base une petite librairie en ligne, il finit empereur du cloud 20 ans plus tard. Bon. Et là, en matière d'amour, Jeff Bezos, pardon, mais on est plus proche de zéro que de l'infini. Michel. Oui, moi, ça me fait réagir. Bon, c'est sûr. Bon, évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours dans l'entreprise, hein, c'est sûr. En montagne non plus, d'ailleurs. Mais moi, je me demande le monde du 21e siècle a besoin de leaders et de quel type de leader, en fait. Voilà. Je pense qu'il y a quand même quelques enjeux aujourd'hui. Hein, sociaux, environnementaux, etc., ouais. De l'IA, etc. Bon, il y a quand même en termes de privation de liberté et tout. Et donc, moi, je pense que les leaders de demain, ce sont des leaders qui vont être dans la conscience d'eux-mêmes, dans la conscience du monde et la conscience des besoins de l'autre. Un triple choix pour être connecté. Ben, en montagne, c'est la même chose. Un guide, on fait corder avec soi-même d'abord, avec son monde intérieur, son désir, ses émotions, ses besoins, etc., pour les satisfaire de manière sobre. Et on se connecte à l'autre, à ses besoins, etc., pour répondre à un besoin de quelqu'un, etc. Sinon, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. Et puis de se connecter au monde, à l'état du monde. Et il y a quand même des sujets aujourd'hui. Voilà. Et donc, est-ce que Jeff Bezos, etc., ce sont des gens dont tu parlais, est-ce que ce sont vraiment des leaders qu'on a envie de suivre? En tout cas, moi, Ils sont des exemples d'entreprises au sens économique. Oui, est-ce que c'est des exemples en termes personnels? Ça, c'est autre chose. Là où je te rejoins complètement, c'est notre responsabilité à nous. C'est quel leader on a envie de faire émerger. Et effectivement, bon, j'ai donné un exemple d'entreprise, Amazon. Pour moi, effectivement, Jeff Bezos, c'est pas forcément un exemple d'entrepreneur. Et nous, alors je sais pas comment tu fais toi quand tu sélectionnes tes porteurs de projet, mais on ne cherche pas nécessairement à créer des licornes. On va pas essayer à tout prix d'aller voir le gars en lui disant « Bon, alors c'est quoi la valorisation financière de ta boîte dans 2 ans ?» Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est combien de jobs tu vas créer sur le territoire et pour le territoire. Quelle problématique sociale, environnementale, globale à laquelle tu vas essayer de répondre. Tous les incubateurs ne fonctionnent pas comme ça. Si tu descends quelques kilomètres plus au sud, dans le 13e arrondissement de Paris, j'ai le nom d'un incubateur qui me vient en tête, où effectivement, ce n'est pas exactement la même méthode de sélection. Mais c'est pour ça qu'effectivement, collectivement, on a une responsabilité. Et nous, ce qu'on dit aux jeunes gars et aux jeunes nanas qui sortent de grandes écoles ou d'un quartier populaire, c'est quel est le besoin, quelle est la solution globale que tu vas sortir pour rendre le monde un peu meilleur. Mais c'est un point de vue. Tous les entrepreneurs ne sont pas comme ça. Et pour répondre du coup à ce que tu viens de dire, effectivement, l'objectif, c'est pas que d'élever des licornes. Dans tous les cas, même si on en a l'objectif, ça serait impossible. Ouais. C'est-à-dire des entreprises à très forte scalabilité qui soient mondialement reconnues et qui fassent des levées à 200 millions, etc. Si on en a, c'est bien, mais c'est surtout bien si elles répondent à une vraie problématique et qu'il y a un vrai enjeu sociétal. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de startups qui ont pour vocation d'être des PME ultra innovantes et ultra dynamiques, de créer des filières d'excellence. Et pour moi, il y a autant de mérite à aider des boîtes qui font ça, qu'à aider le futur Doctolib ou le futur Insect. C'est la réalité du terrain. On y vient juste après parce qu'on va parler justement de vos différentes structures dans un instant, mais je voulais qu'on parle de l'Equi-Coaching aussi pour faire un petit peu une complémentarité finalement. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce qu'on est en train de dire tout à l'heure? On n'est pas tout à fait d'accord sur l'idée d'amour. Toi, tu fais de l'Equi-Coaching. Oui, alors moi, je suis Startup Manager donc, au sein d'Itera et je suis coach, Equi-Coach et formatrice. Et qui, il y a des chevaux. Equi-Coaching. Et donc, l'Equi-Coaching, est-ce qu'on en parle maintenant? Alors, c'est effectivement, c'est une approche ludique et novatrice qui place le cheval au centre comme un coach à 4 pattes. Je vais y venir après, je vais commenter les photos, mais je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est et comment ça se passe. Et effectivement, c'est un révélateur de mode de communication, de management et aussi de leadership. Et dans la genèse, en fait, le cheval, dans sa survie, il a besoin en fait de se sentir soit en sécurité, ou effectivement, s'il se sent en sécurité, c'est qu'il va coopérer. Et s'il se sent en danger, le cheval va fuir. Donc, il agit vraiment comme un miroir, comme le miroir des pensées, du comportement et des émotions.
émotions, parce qu'il est dans l'instant présent. Donc, dès qu'effectivement, dans son milieu naturel, il est ni dans le passé, il est ni dans le futur, il est vraiment dans l'instant présent. Donc, il va décoder, en fait, dans l'instant ce qui se passe. Donc, il est attentif, c'est un être qui est attentif, qui est sensible, qui va vraiment réagir aux moindres tensions, à la moindre courbature, même qui va aussi être... il va sentir que le rythme cardiaque va s'accélérer. Et quelquefois, il est même au courant avant vous qu'il y a une émotion qui va vous traverser. Donc, c'est ça qui est assez incroyable. Donc, effectivement, c'est vraiment un miroir. Et avec le cheval, en fait, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de statut. Et ça n'a pas de prix, en fait. Donc, et c'est ça qui est incroyable avec lui. Et le travail est formidable. Donc, si on peut voir les photos, la régie, ce serait super. Voilà. Il faut la zapette. Il faut la zapette. Voilà. Alors, effectivement, dans cette première photo, ça c'est donc ce que tu fais au sein d'Itera. Alors au sein d'Itera, alors ça c'était dans mon aventure entrepreneuriale puisque j'ai eu une aventure pendant 7 ans dans la formation, le coaching et des key coaching. Et donc c'est une photo que j'ai reprise parce que je trouvais qu'elle était assez puissante. En fait, la consigne, elle était simple, c'était de se connecter au cheval. Tout simplement. Donc, ça a duré une petite demi-heure. Et puis, d'un élan majestueux, le cheval est arrivé se poser sabot contre pied. On le voit à la deuxième photo tout en bas. Et donc, il s'est passé quelque chose de formidable puisque Olivia, elle avait réussi à appuyer sur le bouton de l'émotionnel et de lâcher le bouton. Ça y est, j'ai compris, je lâche prise et je fais place à mon alignement. Donc, je m'aligne entre ce que je pense, ce que je ressens et la façon dont je vais agir. Et effectivement, là, le cheval lui dit « Ok, je t'ai choisi comme leader ». Donc, c'était assez puissant et on parlait de leadership tout à l'heure. C'est vraiment cette capacité à écouter, à exprimer ses émotions. Et aussi, dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de pouvoir inspirer et d'encourager ses collaborateurs. Et avec les key coaching, on va aller chercher cette phase de leadership naturel qui va d'être à l'écoute de soi, d'exprimer, comme je disais, ses émotions, mais d'aller faire rayonner cet alignement. Donc, l'alignement tête-corps-cœur. Donc ça, j'aime beaucoup ces photos parce que on voit le cheval qui arrive majestueusement et c'est assez. Et elle a réagi. Elle n'a pas réagi en fait. Elle s'est lancée. Elle a vraiment lâché prise. Donc, comme quoi tout est possible. En fait, tu utilises le cheval comme révélateur de la personnalité. C'est un révélateur de prise de conscience. Hein, comme le fait Michel avec la montagne. Absolument. Vous pourriez le faire ensemble. Là, dans Montagne, je suis pas sûre que le cheval. Bien sûr. J'ai des idées. Mais c'est pourquoi. Mais il y a des synchronicités. Parce qu'en fait, c'est assez universel ces messages. Donc, voilà. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on fait au sein d'Itera. Donc, on observe déjà les chevaux dans leur comportement, dans la hiérarchie, parce qu'il y a un système social qui est bien défini. C'est effectivement, il y a des dominants, il y a des dominés et il y a des leaders. Et les dominants, forcément, ils vont vouloir avoir accès à quelque chose. Le soumis, il va vouloir se soumettre à quelque chose. Et le leader, en fait, et c'est ça qui est assez incroyable, ce sont souvent des juments. Désolée, messieurs, mais... Les leaders sont des juments. Et donc, effectivement, on peut faire le lien dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et ce sont souvent des juments âgées et elles ne savent pas qu'elles ont ce rôle-là. Et elles vont fédérer en fait un comportement autour du système social des chevaux. Et donc, effectivement, dans le troupeau, aucun ne dirige et ça n'empêche pas une très bonne organisation. Et surtout, j'appelle ça la bienveillance authentique parce que le cheval va bien veiller. Il va veiller à chaque chevaux. Et donc, c'est vrai que c'est assez puissant et on devrait faire ça aussi dans nos équipes. Ouais. Bien veiller. Et c'est ça aussi la bienveillance. Et je l'appelle la bienveillance authentique parce que dans la société d'aujourd'hui, on n'a pas forcément la même définition de la bienveillance. Ouais. D'ailleurs, moi, c'est drôle que tu parles de la part féminine, parce que moi, je donne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ou des grands patrons que j'accompagne, quand ils développent leur intelligence émotionnelle et leur part féminine,
en plus d'une intelligence cognitive, mentale forte. Hein. Ils sortent tous de Polytechnique ou d'ailleurs là. Bon, en fait, la part féminine vient équilibrer, vient porter un leadership chez eux très puissant. Très puissant. Apprendre à écouter leur sensibilité. Ouais, et puis du coup, ils mettent les autres en avant. Et donc, quand les autres sont en avant, bah, ils lâchent les chevaux. C'est ça. On va avoir là un témoignage, si tu veux bien, on va prendre le témoignage de Guillaume Frémion. Je crois qu'il est avec nous. Et après, il y a des questions, donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des... Ah, il n'est pas là, Guillaume. On devait avoir Guillaume Frémion. Peut-être qu'on arrivera à l'avoir d'ici la fin de l'émission. On a une question. Allez, on va la prendre au fur et à mesure. On est en train de la rédiger. Pourquoi si peu de créatrices? Allez, c'est une question pour toute la table ronde. Et d'ailleurs, je vais lancer le deuxième temps fort, qui est comment l'accompagner pour devenir le leader d'une start-up innovante et pérenne. Comme ça, vous pouvez réfléchir à la réponse. C'est le deuxième temps fort. Pourquoi si peu de créatrices alors? Pourquoi si peu de créatrices? Qui veut s'y coller? J'ai l'impression que personne n'avait répondu à cette question et je comprends. C'est historiquement et culturellement l'entrepreneuriat, un métier qui est accolé à beaucoup de caractéristiques qui sont vues comme étant des caractéristiques masculines dans la société. Et du coup, fatalement, cet héritage culturel fait que c'est plus facile pour un homme de se lancer dans l'entrepreneuriat, sûrement que pour une femme, enfin, d'un point de vue socio-psycho en tout cas. Je pense que c'est l'explication de pourquoi plus de créateurs que de créatrices. Il y a un effet très, très culturel. C'est la même réponse que pourquoi plus de garçons en école d'ingénieur que de filles. Je crois que c'est assez désespérant. Ah. C'est totalement désespérant. Qu'il n'y ait pas plus de créatrices? Qu'il n'y ait pas plus de créatrices. Parce qu'en fait, surtout ce qui est désespérant, c'est quand tu regardes à l'échelle de la planète. Tu prends l'écosystème israélien, tu prends l'écosystème coréen, tu prends l'écosystème américain, tu prends l'écosystème français, où que tu ailles. Mais même si tu vas en Scandinavie, dans des pays qui ont quand même une culture, j'allais dire, de l'égalité femmes-hommes beaucoup plus prononcée que nous, tu retrouves désespérément la même statistique, où que tu ailles, dans n'importe quel incubateur. 10% de femmes fondatrices versus 90% d'hommes fondateurs de start-up. Et donc, ça c'est assez désespérant. C'est assez désespérant. Et effectivement, je crois que tu touches du doigt un truc extrêmement important. C'est le monde des startups, c'est quoi en fait? C'est l'intersection entre trois mondes. Le monde, tu as parlé des caractéristiques socioculturelles, donc de la prise de risque, qui est plutôt assimilé dans nos cultures patriarcales, en fait, plutôt assimilé dans nos cultures patriarcales, dans l'éducation des petits garçons que l'éducation des petites filles. Et donc, ça remonte à très loin. Ensuite, tu es dans le monde de la technologie, donc le monde des écoles d'ingénieurs. Et là, c'est désespérant aussi, parce que tu regardes en bac S, en bac scientifique, tu as à peu près un équilibre qui se fait entre hommes et femmes. Seulement, les femmes les jeunes femmes qui ont un baccalauréat scientifique vont aller vers la bio, vers la médecine. Les mecs vont aller vers l'ingé, la finance, les maths dures, etc. Donc, on a ce monde-là. Et puis ensuite, derrière, tu as le monde de la finance. Parce qu'une start-up, on va pas se raconter d'histoire. Hein. La différence entre une PME digitale et une start-up, c'est le capital risque. Et donc, les capitaux risqueurs, pareil, tu vas en école de commerce. Dans la majeure marketing, tu vas avoir 90% de femmes. Dans la majeure finance, tu vas avoir 90% d'hommes. Et donc, à l'arrivée, le monde des startups, c'est l'intersection de ces trois mondes. Donc, 90% d'hommes fois 90% d'hommes fois 90% d'hommes, bah à l'arrivée, oui, effectivement, ça fait 90% d'hommes. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a un facteur culturel qui est quand même assez fort. Il y a comme ça une espèce d'empreinte. Mais finalement, on voit dans les choix, parce qu'il n'y a pas de discrimination qui est faite aux femmes dans les écoles, c'est qu'elles s'intéressent peut-être moins au sujet, à certains sujets. On récolte dans nos incubateurs le produit de décennies de culture patriarcale. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai grand espoir pour ça va changer. Mon fils qui a 15 mois. Je suis un peu moins plein d'espoir pour la prochaine promo d'Incubé et ES que je vais accueillir dans l'accélérateur. Il va falloir un peu de temps pour que ça bouge, oui, Jean-Denis. Ouais, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Réellement, on récolte l'entrepreneuriat, c'est un prisme de la société, donc on ne récolte pas quelque chose qui est différent. Par contre, on voit quand même une évolution. On est une évolution quand même sur les 20 dernières années. On a beaucoup plus d'entrepreneurs heureux, des porteuses de projets qui ont des rôles de CEO aussi, pas uniquement qui sont cofondatrices. Et c'est quelque chose qui est très positif. Dans tous les cas, on voit aussi beaucoup de programmes qui sont des programmes de discrimination positive des femmes. Moi, mon objectif, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de ces programmes-là pour avoir des femmes entrepreneurs.
C'est qu'on n'ait plus besoin de cette logique de compensation. Ouais, on est sur un sujet de fond, c'est toute la société. Et tu l'as dit, vous récupérez en fait finalement le schéma de ce qui se passe dans la société en général. C'est pas différent en fait. Et on a une responsabilité aussi dans les méthodes de sélection. Moi, je suis fasciné en fait. J'ai briefé mon équipe de communication. Je leur ai dit mais arrêtez de mettre que des photos de mecs blancs, trentenaires, barbe de 3 jours, basket blanche. Heureusement, j'ai pas de basket blanche. C'est assez. Enfin, quelle image on renvoie dans la sélection qu'on fait. Pourquoi tu as besoin de demander une photo et pourquoi tu as besoin de demander le sexe du porteur de projet? C'est le projet qui t'intéresse. Au final, qui le porte. Si qui le porte aussi, on a besoin de savoir. Mais que ce soit un garçon ou une fille, c'est pareil. Le genre. Son sexe et son genre, en tout cas, c'est pas ce qui est intéressant. C'est ça. C'est pas ça qui nous intéresse. Et donc effectivement, il y a une réflexion aussi. Nous, on doit un peu aussi se regarder dans un miroir et se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour inciter les uns et les autres à l'entrepreneuriat. Sans biais, sans discrimination. Aurélie, tu es la représentante féminine, tu es au centre de notre plateau. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Pourquoi il n'y a pas plus de filles? Tu as une réponse à ça? Les hommes font peur, alors. Les hommes font peur? Peut-être, ouais. Peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, pour le coup, on a réfléchi vraiment, nous, à des actions de structure, quoi. Ce qu'on observe, par exemple, c'est... à partir du 1er janvier 2022, on a dit qu'il n'y aura pas un seul événement qui aura lieu dans nos structures sans appliquer cette règle extrêmement simple, no woman, no panel. Et c'est incroyable le nombre d'événements dans la tech où tu as des panels, mais 100% de mecs. C'est absolument aberrant. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre de règles, mais vraiment structurelles, à mettre en place. On doit prendre nos responsabilités, nous, en tout cas dans les structures d'incubation, d'accélération. Les fonds d'investissement doivent aussi prendre leurs responsabilités. Combien de partenaires femmes dans les fonds d'investissement? On dit qu'on ne prête qu'aux riches, mais je crois qu'aussi qu'on investit que dans les gens qui nous ressemblent. C'est vrai que tu parlais de briefer ton équipe de com. Je pense que sur le fait de ce qu'on véhicule, en termes d'image, en termes d'activité, parce que nous, on est un peu des clichés. Hein. Tu parlais de trentenaire blanc avec une barbe. On est des exemples de clichés de l'entrepreneuriat. Sortie de grande école. on est des classiques, effectivement. On est des produits classiques de ce qu'on attend dans l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'on a une vraie responsabilité dans ce qu'on communique, dans la manière dont on le communique, pour aussi ne pas exclure, sans même s'en rendre compte, justement les femmes de la démarche et de l'envie entrepreneuriale. Et puis au-delà des femmes, c'est les seniors. Franchement, tu as combien de personnes de plus de 50 ans qui bossent en start-up? On parle également de la diversité sociale, la diversité d'origine. Franchement. Donc on peut être start-upper à 55 ans si on a un projet. Complètement. Tu as des gens absolument brillants. C'est intéressant parce que ça me fait. Tu voulais peut-être réagir à ce qu'on était en train de dire par rapport à la place des femmes, parce que j'ai vu que tu as avancé le micro avant de parler de vos structures justement et par ce biais-là. Oui, en fait, encore une fois, je pense que c'est important que les hommes qui sont aux manettes déploient leur part féminine au boulot, qu'ils assument leur part féminine. Voilà, qu'on refoule, que les entrepreneurs refoulent. Mais quand ça sort, ils deviennent des leaders. Et c'est la même chose, attention, pour les femmes qui sont CEO, il y a parfois des femmes alpha, attention. Il faudrait qu'elles osent aussi leur part féminine, et qu'elles gomment leur part masculine. Nicolas, il faut assumer sa part de féminité pour être un bon entrepreneur? Je vais être très franc, j'ai toujours un peu de mal avec ce discours. Je ne sais pas ce que c'est qu'une part de féminité. Je ne suis pas sûr que les traits que culturellement on veut bien assimiler aux femmes, les hommes peuvent aussi les assumer. Les hommes soient nécessairement bloqués là-dessus. Alors justement, ça me permet de parler de vos structures, Parc d'innovation comme solution, comme accompagnement, solution d'accompagnement pour les porteurs de projets. Il n'y a pas de discrimination. Selon que vous soyez une fille, un garçon, que vous ayez 30 ans ou 55 ans, il est possible d'entrer en parc d'innovation. D'ailleurs, avant toute chose, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, nous on sait ce que c'est, mais c'est quoi le rôle d'un parc? C'est quoi le parc d'innovation? C'est quoi? Pour synthétiser le rôle d'un parc d'innovation, je dirais qu'on est là pour faire émerger, accompagner des projets innovants sur nos territoires, favoriser des dynamiques économiques positives. C'est très global l'objectif des parcs d'innovation, mais tout est dans le nom en fait. On est là pour travailler en réseau, on est là pour créer de la valeur collectivement, que ce soit de la valeur, on est d'accord principalement économique dans l'objectif d'origine, mais que ce soit de la valeur humaine aussi, du réseau, de la valeur ajoutée globale dans le territoire. Je vais être peut-être
enfin, tu as été très complet, je t'ai peut-être un peu plus direct. Il y a un truc qu'on appelle la vallée de la mort. D'accord? Demain, tu crées ta start-up. Dans 2 ans, tu as 85% de chances d'être en faillite et d'avoir fait autre chose. 85%, 2 ans après. 85%. Et ça, pareil, c'est comme les 10% de femmes. C'est une statistique universelle, que tu sois en Israël, aux États-Unis, en Chine ou ici. Nos structures, en tout cas, à Eura Technologies, on renverse la statistique. C'est-à-dire que 2 ans après la création de ta boîte, si tu es passé par Eura Technologies, tu as 85% d'être encore en vie. Ça sert à ça, un incubateur. Mais la mission, alors parce qu'il y a incubateur, accélérateur. Donc incubateur, c'est au tout début du projet, c'est ça, à l'émergence du projet? Il y a 3 grandes phases dans l'entrepreneuriat, si on voulait vraiment découper ça simplement. Il y a la phase d'idéation, qui est la phase de réflexion et de créativité sur le projet, qui va justement aboutir d'une idée à un projet. La phase d'incubation, c'est comment transformer un projet en une entreprise. Et la phase d'accélération, c'est comment booster, accélérer l'activité d'une entreprise pour la rendre plus performante, pour lui permettre de développer sa gamme, d'acquérir de nouveaux marchés, toutes les problématiques qu'on connaît dans l'entreprise. Donc on peut découper de manière très macroscopique l'entrepreneuriat dans ces 3 phases. Donc nous, dans les parcs d'innovation, c'est vrai qu'on s'occupe très principalement du projet à l'entreprise et de l'entreprise à l'augmentation massive de sa performance. Alors, avant de parler de comment j'accède à ces parcs d'innovation, à ces incubateurs, accélérateurs et comment je suis sélectionné, en fait, à comment se passe la sélection, on va commencer par Itera, puisqu'on était avec toi, Aurélie. Vous faites partie des parcs d'innovation, incubateurs, accélérateurs, mais vous avez, selon le territoire aussi, des approches différentes. Une approche différente en fonction du territoire. C'est quoi l'approche, alors du côté de Compiègne, c'est quoi l'approche Itera? Comment ça se passe? Alors, nous sommes présents sur la région sud des Hauts-de-France, donc Compiègne, Creil et Beauvais. Nous sommes un incubateur accélérateur sur 3 thématiques. La bioéconomie, donc nos thématiques prioritaires, bioéconomie, innovation d'agriculture et territoire durable et connecté. Donc effectivement, nous, on a décidé de travailler sur les fondations, donc avec un accompagnement émotionnel assez poussé qui va aller confronter le porteur de projet sur l'alignement, l'harmonie entre qui je suis, la réalité du projet. Accès porteur. Accès porteur. C'est la première étape. Exactement. Donc c'est un accompagnement qui dure environ 3 mois et demi. Donc ils ont des séances de coaching. Donc c'est assez poussé. Et bien sûr, ensuite travailler toute la proposition de valeur, le prototypage, le testing pour les emmener dans cette vallée de la mort et dans cette phase d'accélération. Ouais, et les éloigner de cette vallée de la mort. Exactement. En fait, c'est ça. Ouais, exactement. Mais ils passent 3 mois à bosser que sur eux-mêmes. Entre effectivement, et le projet pendant ce temps-là, ils travaillent toujours avec le projet parce qu'il y a des formations HDFID, etc. Mais pendant 3 mois, ils sont confrontés avec un coach, avec des séances de coaching, la journée d'intégration aussi sur aller à la découverte avec l'équipe coaching, aller à la découverte de son intelligence émotionnelle. Donc effectivement, il y a vraiment des coachs et des mentors qui sont à disposition et qui sont là pour leur faire prendre conscience aussi de certaines choses. Typiquement, on a des projets qui sont portés en famille avec aussi une équipe, une grande équipe. Donc c'est aussi important d'aller confronter ces valeurs-là pour qu'à la fin, le projet ne fasse pas le château de cartes et qu'on nous dise non, au final, on n'a pas les reins solides pour continuer à porter le projet. Et il faut forcément que le projet soit associé au mot innovation. Alors, on a effectivement on accompagne effectivement nos porteurs de projets. Il faut que les porteurs soient effectivement innovants, les projets soient innovants. On ne s'interdit pas d'accompagner hors thématique. Ça peut être l'innovation, elle peut être servicielle, sociale, managériale, organisationnelle. Mais il faut vraiment qu'il y ait une innovation. Alors, on me dit que Guillaume on devait l'avoir tout à l'heure, était dans un salon, il n'avait pas de réseau. Il avait une raison, mais il n'avait pas de réseau. Et du coup, il n'a pas pu être avec nous sur le plateau. On a une question pour toi, Aurélie, tu es en train de la découvrir. Aurélie, comment gardez-vous vos porteurs si proches de la région parisienne? Oui, parce que vous êtes à la frontière, là. Déjà, on prend soin de nos porteurs. Ça, pour qu'ils restent sur le territoire. C'est un peu votre mission à tous, c'est de rester, c'est qu'ils restent sur le territoire et que vous les aidez depuis le territoire à rayonner.
Effectivement, comment on fait pour les garder? Déjà, ils viennent nous voir, donc ça c'est une valeur ajoutée. Et ensuite, on leur propose notre programme de formation qui est sur 12 mois. Et puis, effectivement, c'est comme dans le coaching, hein, soit ça match au début ou soit ça matche pas, mais c'est une histoire entre deux personnes. Il y a une relation. Donc voilà, je pense que c'est une aventure humaine, et Itera c'est vraiment un incubateur, un accélérateur où l'humain est très présent. Donc on est des connecteurs, on essaie de faire grandir aussi notre communauté qui se construit patiemment, mais en tous les cas l'humain est là et libre aussi aux porteurs s'ils souhaitent aller sur Paris. Donc autant qu'ils restent sur le territoire. Autant qu'ils restent sur le territoire, mais on ne force personne et c'est vraiment une question de synchronicité. Jean-Denis, Amiens Cluster. Concernant le fait de garder les porteurs, je dirais que c'est pas une stratégie de rétention, ce qui serait un peu nul, quoi. C'est une stratégie d'attractivité, mais c'est une stratégie collective d'attractivité. C'est-à-dire que évidemment, l'incubateur, on doit être attractif par notre proposition de valeur. Nous aussi, en tant que dirigeants d'incubateur, on doit avoir une proposition de valeur d'accompagnement, c'est évident, mais on doit avoir aussi une proposition de valeur de territoire. Ça passe par la région, ça passe par la ville, la métropole, dans le cas d'Amiens, dans le cas de Lille aussi, un ensemble de partenaires, et on doit avoir une proposition de valeur qui est collectivement suffisamment forte, suffisamment pertinente pour non pas retenir les porteurs de projets, mais les attirer plus que d'autres territoires. En fait, il faut se passer dans la logique positive de l'attractivité territoriale et pas dans une logique de rétention. C'est pas parce qu'on n'est pas Paris qu'on peut pas avoir une politique attractive. Évidemment, Michel. Voilà, tu souffles sur les braises du désir. C'est ça l'attractivité. C'est ça, Nicolas Euratech. Franchement, pareil, ça me fait ni chaud ni froid. Mais vraiment. Est-ce que cette question a encore une signification après ce qu'on a vécu avec le Covid, tout le monde en télétravail? On se rend compte que, oui. Moi, je vais être très transparent. Moi, j'accompagne des startups, Euratechnologie, qui sont par ailleurs accompagnés dans des programmes à Station F. Ils font les deux. À terme, on envisage très très sérieusement d'accompagner des boîtes qui mettront jamais un pied à Euratechnologie, et à l'inverse, d'accueillir des boîtes qui n'iront jamais dans les programmes d'accompagnement d'Euratechnologie. Et je pense qu'il faut être très très serein sur cette question-là. On n'a absolument rien à prouver aux Parisiens. Je parle notamment de l'écosystème lillois. Je veux dire, on a des exemples des Mulliers, des Deleuze, des Le Save, des Monduel, qui ont construit des géants internationaux sans jamais mettre un pied en dehors de l'île. Franchement, qu'est-ce qu'on a à prouver? Les deux dernières boîtes tech cotées sur Euronext, c'est Showroom Privé et c'est OVH. Ces deux boîtes, elles ne sont pas nées à Neuilly-sur-Seine, elles ne sont pas nées à Versailles, elles sont nées à Roubaix. Donc, j'ai absolument rien à prouver à ce qui se passe au sud de la Seine. Il y a une excellente étude de la région qui prouve que 70% des startups qui sont créées au nord de la Seine passent un moment ou un autre par Euratechnologie. Si vous regardez Game of Thrones, Euratechnologie, c'est King in the North. On est très tranquille. Et une fois qu'on a dit tout ça, moi, il y a des gens, ils viennent, ils rentrent à l'incubateur. Je leur dis, tu veux faire quoi? Tu veux être champion en Europe ou champion en France? Ils me disent, oh, je veux démarrer par la France. Je dis, c'est bon, allez, dégage, tu vas à la Station F. Si tu veux être champion européen, en revanche, là, ça devient intéressant. Parce qu'à Lille, on est plus proche de la frontière allemande que de Paris. Notre banlieue à nous, c'est pas le plateau de Saclay, c'est Bruxelles. Et on est aussi proche de Londres et d'Amsterdam que de Paris. Je suis très, 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 très tranquille par rapport à ce qui peut se passer à Paris. Alors ça, c'est l'approche Euratech, c'est le rapport à l'Europe et au-delà des frontières. Nicolas? On s'appelle Euratechnologie, on ne s'appelle pas Franco-Technologie. Tu veux créer un champion européen, tu viens Euratechnologie. Tu veux créer un champion français, la défense, c'est très bien aussi. C'est très sympa, c'est vert, c'est riant, très agréable. Ouais, après, il y a le projet initial qui est peut-être, je sais pas, hein, j'imagine, de rester peut-être en France, et peut-être que toi, tu peux essayer de leur montrer cette voie de l'Europe et que le projet peut avoir une viabilité. Parce que là, tu es en train de répondre un petit peu de manière directe. Mais quand il vient de voir, s'il te dit non, mais moi, ça se limite à la France, mais peut-être que son projet, il est ouvert à l'Europe, et c'est toi peut-être du faut leur donner de l'ambition. Ouais, voilà. Faut leur donner de l'ambition. Tu sais, le montant moyen d'une levée de fonds pour une start-up en série A depuis le 1er janvier 2021, c'est 11 millions d'euros.
Donc, moi, quand j'ai un entrepreneur qui me dit « Ah, je vais faire une levée à 5 millions d'euros », je lui dis « Mais t'es moitié en dessous de la moyenne. » Donc, faut redonner de l'ambition. Faut effectivement, et c'est un truc, pour le coup, c'est très dur en France de le faire parce que on est tellement jacobin, on pense tellement que tout s'arrête aux frontières du périphérique parisien, qu'effectivement, il faut lutter contre ce complexe d'infériorité qui est très naturel. Mais après, l'avantage de la culture lilloise, c'est on est les empereurs de la vente à distance. Donc nos clients, on a toujours eu l'habitude de ne pas les avoir à proximité, de ne pas les avoir sur le territoire, de les avoir très très loin. Et donc il y a cette culture-là qui peut être, à mon avis, très très forte pour pas avoir de complexe par rapport à ce qui se passe à Paris. Oui, et puis tu l'as dit assez justement, la période qu'on vient de vivre et qu'on est encore en train de vivre d'ailleurs nous a rappelé que finalement les frontières n'étaient pas tout à fait là où on le pensait et que finalement avec le télétravail, ça peut se passer à Compiègne, ça peut se passer à Paris, ça peut se passer à Marseille, en fait ça n'a plus de sens en fait. Et ça se passera plus à Compiègne qu'à Paris dans les prochaines années. Tu regardes ce qui se passe dans la Silicon Valley. San Francisco, c'est en train d'être déserté. Les nouveaux pôles, c'est autour d'Austin, autour de Boston, etc., qui sont d'autres métropoles. Mais tu as un processus assez vaste de décentralisation de la tech qui, je pense, viendra, comme toujours, avec quelques années de retard dans nos écosystèmes européens, mais où on a une vraie carte à jouer au niveau de la région Hauts-de-France, au niveau de, même la façade atlantique. Il n'y a plus de the place to be, c'est-à-dire qu'il y a plus, c'est plus localisé, c'est le projet et le porteur de projet, où qu'il soit en fait finalement, c'est ça? C'est ça que ça nous a montré. Ma conviction, mais peut-être qu'on a le droit d'être challengé, je suis de plus en plus convaincu qu'on ne poussera plus la porte d'un incubateur de start-up juste pour créer une entreprise. On viendra pour les valeurs, on viendra pour l'impact social et environnemental, on viendra pour l'équilibre vie pro, vie perso. Et c'est là d'ailleurs, il y a quelques représentants des collectivités locales dans la pièce, c'est là que les collectivités locales ont un rôle hyper important. C'est le bien vivre, le bien-être sur le territoire et la résonance entre le projet de territoire et les projets de start-up qu'on peut incuber. Amiens Cluster, c'est quoi, Jean-Denis, c'est quoi les valeurs Amiens Cluster et l'approche? C'est quoi les valeurs parce qu'on parle de valeurs depuis tout à l'heure. Je pourrais d'abord répondre à cette question de projet de territoire. Bien sûr. Oui, c'est ça, c'est l'argent, principalement. Non, par exemple, on peut parler du lien avec les collectivités locales. Amiens s'est engagé dans une politique de l'autonomie énergétique des territoires. Nous, on a une spécialité qui est Deep Tech Énergie. C'est pour moi quelque chose qui est nécessaire de s'appuyer sur une politique de la ville et du territoire pour attirer au même endroit, créer des pôles en fait, de startups qui vont bosser ensemble, trouver des solutions communes, pouvoir avoir des démonstrateurs au même endroit, pouvoir en fait faire force à plusieurs. Et cette logique justement des collectivités locales, parlons-en, parce qu'on est quand même beaucoup, nous, financés par les collectivités locales. Toi par la MEL, moi par la région et la métropole. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat, mais on a été initié en tout cas par une logique publique, ça c'est sûr. Donc on est une émanation du bien commun. Et dans cette logique-là, effectivement, on est là aussi pour développer les stratégies du territoire et ce qui a le plus de sens dans nos territoires. Moi, je suis pas à la frontière, je suis pas le point de connexion entre toute l'Europe. Nous, on a des stratégies de territoire qui sont spécifiques à l'ex-Picardie. J'allais dire la Picardie, maintenant c'est interdit de le dire, donc à l'ex-Picardie. Et on a aussi pour objectif dans l'incubateur de favoriser justement toutes ces dynamiques-là. En santé, en énergie, par exemple, chez nous. C'est ça, c'est quoi la dynamique, justement, l'orientation, si j'ose dire, du territoire ici, ex-Picardie, pour Amiens Cluster? Alors, l'orientation je vais pas prendre la place des politiques en parlant d'orientation du territoire. Non, mais la mission qui vous est confiée, en fait. Hein, la mission de l'incubateur, nous, c'est de travailler sur nos deux spécialités, qui sont la Deep Tech Énergie sur l'autonomie énergétique et la santé avec le parcours patient. Okay. Mais évidemment, on a aussi pour objectif d'aider à l'émergence de toutes les startups qui ont une énorme valeur ajoutée sur le territoire. Tout à l'heure, on entendra un de nos dirigeants d'entreprise qui est sur des solutions de robotique pour l'industrie. On est une terre industrielle historique et une terre qui a énormément de potentiel, de savoir-faire, de capitaine d'industrie. Donc, pour nous, c'était évident que de maximiser les chances d'une solution d'intelligence artificielle, en l'occurrence pour le contrôle qualité dans l'industrie, c'était quelque chose d'ultra pertinent. Voilà, et pas uniquement pour notre territoire, pour toute la région de France et potentiellement pour un marché qui est beaucoup plus grand. J'ai une question. Quels sont les coûts associés pour l'accompagnement dans un incubateur? Comment est faite la sélection? Qui veut y répondre? Nicolas, allez au pif. Nous, notre objectif, c'est de faire gagner du temps et de l'argent. Du temps parce que
et je reviens un peu sur ce que tu as dit sur l'accompagnement. En fait, moi, l'autre jour, j'accueillais une nouvelle promotion d'incubé, d'accéléré, et je leur ai dit, regardez votre voisin, et faites-lui un petit fist bump. Donc ils sont tous regardés, ils ont tous fait un petit fist bump. Et je leur ai dit, bah, en fait, c'est lui votre startup manager. C'est probablement lui ou elle qui va vous apporter le plus de valeur au cours de votre parcours. C'est pas le startup manager tout puissant en mode vertical. C'est très horizontal l'entrepreneuriat. C'est l'écosystème. Et exactement. Et Ouais. pour qu'il y ait écosystème, je le dis tout le temps, il faut qu'il y ait biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans les connexions qu'on va avoir les uns avec les autres dans l'incubateur, les connexions avec les mentors, les connexions avec les grands groupes, avec le public, la recherche, etc., que se crée la valeur. Il n'y a pas d'écosystème qui prospère sans biodiversité. C'est valable dans la nature, c'est valable également en entrepreneuriat. Donc en fait, tu leur rappelles que la qualité numéro 1 pour être entrepreneur, pour être porteur de projet, start-upper, c'est d'être à l'écoute des autres. C'est de se rappeler qu'on est sur un écosystème. Ils vont traverser les mêmes galères. Ouais. Ils vont traverser les mêmes galères. Autant bosser ensemble. Au bout des 3 mois d'accompagnement, normalement, ils sont censés être fatigués. Ils sont censés même physiquement ressentir ce que c'est que d'être incubeur à technologie. Mais ils auront vécu ça ensemble avec une promo. Et c'est assez fascinant parce que c'est le voisin qui aura galéré sur exactement le même sujet, qui va leur débloquer la solution. Peut-être que demain, ils seront concurrents, mais ils auront vécu ce truc-là qui est assez incroyable. Et c'est pas le startup. C'est comme en montagne. C'est ça, c'est l'accordé en montagne. C'est exactement. On revient toujours aux fondamentaux. Ça coûte combien? Parce que quels sont les coûts associés? Bah ouais, non mais voilà. Zéro. En fait, nous alors on se rémunère de la manière suivante, c'est on a un système ce qu'on appelle de success fees. C'est-à-dire si demain je te connecte à un investisseur berlinois qui va mettre 10 millions d'euros dans ta boîte, je considère que je mérite de prendre 3% sur les 10 millions qu'on vient de t'apporter. Okay, si je t'apporte rien, bah tant pis pour moi. Non, mais parce que concrètement, géographiquement, on peut être hébergé dans vos structures. Donc c'est un coût, ça. C'est gratuit, ça aussi. Alors c'est là, en fait, c'est la beauté du modèle d'incubation de start-up. Je ne connais pas un seul incubateur de start-up sur la planète qui n'est pas profondément déficitaire. Et en fait, la manière de. C'est comme on fait pour le cinéma avec l'exception culturelle française. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Voilà. Donc, tu vas dans le 13e arrondissement de Paris, tu as des milliardaires qui payent. Et puis, tu vas par ici, au nord de la Seine, tu as effectivement des gentils faits, donc la région, qui se penchent sur notre verso et qui mettent un peu d'argent. Là, en revanche, où tu équilibres le modèle, effectivement, ça va être sur l'activité immobilière. Euratechnologie, c'est 145 000 m² d'immobilier commercial. Et puis sur l'investissement, Euratechnologie, c'est un fonds qui s'appelle Euratech Venture qui investit en précide dans les boîtes. C'est le même principe pour Itera aussi. Ça coûte rien et c'est une sélection du projet qui permet d'être pris en main en fait. Alors on est plutôt sur un principe de redevabilité. Okay. On estime que quand on a un projet, on n'a pas de sous à dépenser au tout début. Et donc, effectivement, si dans 2-3 ans, le projet commence à générer du chiffre avec du résultat, eh bien, effectivement, ce sera sur le principe de la redevabilité. Donc, effectivement, ça peut être financier, mais ça peut être aussi sur les moyens humains. Donc, intervenir, nous faire un atelier sur de la levée de fonds ou qu'importe, mais peut-être aussi être parrain ou marraine d'un porteur de projet. Ok, c'est s'engager les uns pour les autres, c'est ça ? Exactement, oui. Avoir un engagement, oui. Et une implication. Et puis, in fine, si après il y a des emplois, qui sont créés, c'est de rester sur le territoire tant qu'à faire. Absolument. C'est un peu ça, l'idée. Eh bien, on a justement, oui, parce que j'ai failli ne pas en parler. On va parler de Baptiste Amato. Ça te dit quelque chose, Jean-Denis ? On dirait que dans une émission de surprise, tu sais, on a retrouvé un vieux pote du lycée. Surprise, c'est mon frère caché, oui. C'est ça. Il est où ? On a retrouvé un vieux pote du lycée. Effectivement, cet individu me dit quelque chose, vu qu'on l'a eu dans les programmes plus d'1 an et demi, que là, on vient de le reprendre en accélération pour sa levée de fonds. Ouais. C'est un projet qu'on a eu plaisir à encadrer. On l'a récupéré au début de l'incubation, quand c'était un projet porté par un cofondateur et une cofondatrice, d'ailleurs. Il y avait une femme, voilà. Et oui, ça existe. Et donc, en fait, ce qui est plutôt rare, c'est que grâce à une croissance organique, ils ont réellement pu générer de l'activité, réellement pu recruter. Et donc, du coup, leur premier levée de fonds se passe réellement dans un contexte qui est
très positif, où ils ont déjà une activité, où ils veulent créer vraiment de la puissance de déploiement de cette activité commerciale, acquérir d'autres marchés, d'autres périmètres, développer leurs solutions, développer la gamme de leurs produits, mais Baptiste va sûrement en parler. Et donc pour nous, c'est une levée de fonds qui est vraiment ultra saine, parce que c'est une levée de fonds qui est une levée de fonds en termes de volume, qui va être une levée de fonds d'amorçage, mais en réalité, qui est plutôt c'est plutôt une levée de croissance en termes d'activité. Eh ben, on va voir justement avec Baptiste Amato, fondateur de Psychol. Pas mal. C'est pas mal? Pas mal, ouais. C'est bien. Baptiste, vous êtes là? Je suis là. Bonjour Baptiste. Bonsoir Baptiste. Alors, on l'a vu déjà un peu en préambule. On est dans les choses sérieuses. Baptiste, je veux bien que vous nous disiez quelques mots sur votre projet et nous dire un petit peu comment ça s'est passé avec Amiens Cluster. C'est avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Jean-Denis a fait une très belle introduction Il est bon, à Cycle Research. Je connais un tout petit peu le projet. Bien prononcé, assez rapide. Cycle Research, on est une société spécialisée en contrôle qualité pour la production industrielle. Le constat de base, c'est qu'il y a des super technologies qui existent partout, dont l'intelligence artificielle. Je ne vais pas repasser dessus. Personne ne sait exactement ce que c'est, ce que ça veut dire, mais on sent que ça a de la valeur. Les grands groupes l'ont compris. Il y a une grosse inertie, donc d'ici quelques années, ils auront ça implanté un peu partout. Mais on pense que c'est encore quelque chose de trop inaccessible et la mission, on va dire, de notre entreprise, c'est de rendre accessible ce type de technologie au secteur industriel, qui est un secteur quand même assez important. Et la verticale qu'on a prise pour commencer, c'est le contrôle qualité visuelle. Donc, venir détecter des défauts d'aspect, des problèmes d'étanchéité, des corps étrangers dans l'agroalimentaire, voilà, ce genre de choses. Et puis, on est arrivé au cluster, donc Jean-Denis l'a dit, ça fait 1 an et demi, donc je ne sais plus exactement, ça doit faire début 2020, on est arrivé à Amiens Cluster. Et racontez-nous, alors, et après, ça s'est passé comment? Racontez-nous, la levée de fonds, tout ça. Alors, la levée de fonds, c'est en cours. La première fois qu'on est arrivé à Amiens Cluster, on était une petite bande de personnes naïves qui voulaient mettre de l'intelligence artificielle dans le secteur industriel. Un background assez technique pour moi, donc j'ai découvert un petit peu dans le dur la nécessité d'être un peu meilleur en marketing, en communication. On a été challengé par Jean-Denis à plusieurs reprises sur différents sujets, la com, les premières plaquettes de l'entreprise, des belles expériences entrepreneuriales du début où on fait un peu tout n'importe comment. Et le vrai enjeu pour moi de l'incubation, ça a été, peut-être bizarre ce que je vais dire, mais d'échouer plus vite et surtout pouvoir apprendre rapidement. Perdre un client quand on a 5 ans d'existence, c'est un vrai problème parce que y a l'image qui peut être touchée. Au début, on n'a pas grand-chose à perdre. Et au final, ce qu'on a vite appris, c'est qu'on ferait des erreurs, mais on peut revenir dessus. Et en étant sur le terrain, en proposant des choses sur le marché dès le début, on a pu avoir un retour d'expérience assez rapidement. Ce qui fait qu'en effet, la croissance est assez saine. Le product market fit, on l'a pas